Ce programme vous est présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org. Ravi de vous retrouver donc dans Smart FinTech, une émission spéciale enregistrée au cœur de FinTech Révolution. Notre invité est le président de France FinTech, l'association à l'initiative de l'événement et qui fédère les startups françaises de la FinTech. Alain Clos, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau, merci beaucoup de répondre à nos questions. Depuis combien de temps cette association œuvre-t-elle à la promotion des startups de la FinTech ? France FinTech a été montée en 2015 à l'initiative des entrepreneurs. Ça remonte à un déjeuner à la Bastille où ils se sont réunis, une dizaine, ils m'ont convié. Et ils ont dit qu'ils avaient des choses à dire, qu'ils avaient assez de se faire donner la leçon par le monde entier alors que la France a des choses à dire. Et à ma plus grande surprise, arrivé au dessert, ils m'ont proposé de prendre la présidence de l'association, ce que j'ai accepté avec plaisir. Et donc c'est déjà notre 7e édition. Pourquoi une association spécifique à ce secteur-là de la FinTech ? Alors parce que nous avons des sujets spécifiques, notamment politiques, réglementaires, législatifs. Parce qu'il faut se faire représenter au sein des associations diverses de la finance européenne en particulier, que nous avons du lobbying dans le sens positif du terme à promouvoir, parce que les contacts intra-associations sont extrêmement importants et qu'on avait aussi un petit déficit d'image, c'est-à-dire les Français ont un rapport toujours compliqué à la finance, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, et donc nous prenons énormément la parole, nous publions énormément de contenu et faisons des événements. On a parlé beaucoup de choses aujourd'hui sur ce salon. Souveraineté, emploi, vous, quelles sont vos priorités d'action ? Nos priorités principales, c'est la création d'emplois qualifiés en France, la contribution à la souveraineté, parce que la finance est un sujet politique, c'est un sujet de souveraineté. Si on la laisse partir, on perdra notre souveraineté. C'est le développement durable, qui est un sujet considérable en matière financière. C'est l'inclusion financière, on a fait beaucoup de choses pour ramener dans le secteur financier en matière de financement ou tout simplement d'accès aux comptes des populations qui n'avaient dans les faits plus vraiment accès aux services. Mais c'est aussi la mixité dans laquelle on a beaucoup à faire, dans laquelle on n'est pas très bon pour dire les choses. Le numérique... Combien de femmes créatrices d'entreprises ? 7% dans les fondatrices et 15% de femmes dans les comités de direction des startups, ce qui est très insuffisant. Malheureusement à l'image de la tech en général. Donc on travaille beaucoup sur ça. Et puis notre dernier thème, c'est l'éducation financière. Là aussi, il y a beaucoup de travail dans ce pays. Continuer à faire de la pédagogie. Absolument, expliquer. Les Français ont un rapport complexe à la finance, à la fois de fascination et de répulsion, en tout cas souvent d'insuffisance d'information. On travaille beaucoup, y compris dans les modèles. Certains modèles sont centrés sur l'éducation financière. Vous en avez reçu certains, je crois. Et donc pour nous, c'est très important. Ce sont des entreprises, ces startups de la FinTech, qui ont plutôt su accélérer leur croissance, leur développement au cours de ces 2 dernières années, notamment depuis la crise du Covid. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors, on était déjà sur une tendance d'assez forte croissance depuis 4 ou 5 ans, je dirais. La numérisation des services financiers se continue. La difficulté à se déplacer a accru la capacité qu'avaient les acteurs à proposer des solutions innovantes. Les gens ne sortant plus de chez eux, ils avaient besoin de continuer à payer, régler, recevoir, transférer, accéder à de l'information. Donc, paradoxalement, la moindre mobilité accélère la numérisation. Et puis aussi parce que nos acteurs ont inventé beaucoup de modèles qui marchent très bien et ont reçu les ressources nécessaires pour les développer. Comment évolue-t-elle aujourd'hui dans ce contexte si particulier, contexte inflationniste, contexte de crise mondiale ? Voilà, comment elles évoluent en ce moment, actuellement ? Alors, on est à la fois dans une période de forte croissance, même d'hypercroissance pour beaucoup de mes acteurs, avec des croissances de chiffre d'affaires quelquefois de 50% dans certains secteurs. Un très fort développement des recrutements, de l'effectif. On est à 40 000 emplois et 10 000 de plus cette année, et ça continue. On a levé 2,3 milliards, ce qui fait de nous le 2e en Europe, le 1er de l'Union européenne, devant l'Allemagne, et le 1er secteur de la tech française. Nous avons 7 licornes, et donc on est extrêmement visible maintenant sur le plan international et sur le plan national. Donc ça, c'est un climat de forte croissance, mais en même temps, on est le secteur financier, c'est-à-dire on est forcément perméable à une forme de dégradation de la situation économique et géopolitique à l'heure actuelle. Pour le moment, ça ne ralentit pas nos activités, ça rend un peu plus complexe le financement. Il y a beaucoup plus de questions des investisseurs. J'ai lu que vous déploriez l'attentisme des investisseurs, alors que ce sont des startups qui, comme vous le dites, ont réussi à lever beaucoup de fonds ces 2 dernières années. Alors je le constate plus que je le déplore, parce que c'est normal qu'évidemment, ils se posent des questions, non pas quant à nos modèles, mais quant à la bonne santé générale de l'économie internationale.
On a forcément beaucoup plus de sélectivité de la part des investisseurs, beaucoup plus de questions sur le business model, sur le plan d'affaires, sur la rentabilité, sur le point mort, c'est logique. Mais dans l'ensemble, je dirais que mes startups répondent plutôt bien aux questions et que ça se passe pas si mal. Le tuyau reste significatif. On a levé 250 millions environ le mois dernier. C'est une moyenne convenable. Maintenant, on ne peut pas préjuger des trimestres à venir qui peuvent être plus agités. Quel est l'intérêt pour vous d'un rassemblement comme celui-ci aujourd'hui ? Alors l'intérêt, d'abord, c'est de traiter des contenus qui intéressent l'écosystème. Donc on a eu toutes sortes d'intervenants, 150 intervenants. Je crois que vous avez vu une trentaine de mes entrepreneurs. Donc on a traité beaucoup de sujets liés à la croissance, à la crise, au sujet d'impact, à la technologie, à blockchain, à la crypto et au sujet RH qui nous ont beaucoup occupés. Donc il y avait une vraie demande sur ça. Chez nous, ce sont des sujets choisis par notre écosystème. Cet événement n'est pas un événement commercial. C'est-à-dire, ce qu'on traite, c'est les sujets qui intéressent les entrepreneurs. Ça, c'est la première partie, la partie que j'appelle le contenu. La seconde, qui compte pour 50% de l'intérêt, me semble-t-il, c'est la socialisation. Le monde de la tech est un monde à la fois virtuel et très grégaire. Les gens aiment se voir, se croiser. Et en se croisant, ils trouvent des idées de collaboration. On a énormément de partenariats, y compris avec les acteurs traditionnels de la finance. On a 1500 partenariats avec les banques et les compagnies d'assurance. Et puis entre elles travaillent énormément. Donc se croiser, se rencontrer, c'est absolument essentiel. Des partenariats créés après des événements comme celui-ci. Difficile de faire le bilan aujourd'hui pour cette édition, mais c'est la 7e. Bon, il ne faut pas tout ramener à soi. On contribue modestement à l'accélération de tout cela. Mais une bonne partie de nos modèles sont des modèles dits B2B, dans lesquels le client de premier rang est la banque ou l'assurance, pour déboucher ensuite sur un service pour le client final, qu'il soit particulier ou entreprise. Dans le cas de l'assurance, par exemple, c'est à peu près la moitié des activités. Oui. Et donc, intrinsèquement, il y a un mode coopératif dans la tête des entrepreneurs de la FinTech. Maintenant, chaque fois que nous, associations, communautés, on peut accélérer ce degré de coopération pour créer un écosystème performant et un secteur d'excellence pour la France, évidemment, on y contribue. Bon, vous faites une bonne transition puisque vous venez de parler de la SurTech, on a aussi parlé PropTech, on a parlé de plein de choses aujourd'hui. Quelles sont les thématiques les plus représentées, ou pas forcément d'ailleurs les plus représentées, mais représentées ou même des tendances nouvelles ? Alors, ce qui pousse en ce moment le plus fort, mais ça peut changer très rapidement, c'est précisément la SurTech, qui est le premier thème de levée de fonds, par exemple. Donc 50%, vous le disiez, à peu près des entreprises du secteur. 50% des AssurTech ont comme client principal un grand acteur traditionnel. D'accord. Mais la SurTech, c'est le premier secteur de levée dans l'ensemble, suivi de très près par tout ce qui concerne la TPE, les modèles vers les entrepreneurs, vers les professionnels, vers les petites entreprises se développent énormément. La crypto et blockchain, qui sont le troisième grand secteur. Rappelons, il ne faut pas bouder notre plaisir, que la France maintenant est le premier écosystème crypto en Europe de très loin, puisque 6 des 10 principales opérations européennes se sont déroulées en France. Et on a des leaders mondiaux, comme Ledger. On a attiré des acteurs de classe mondiale à Paris. Et donc sur ce plan-là, on a réussi une bonne partie du pari. Mais on a aussi le développement durable, qui est un sujet qui se développe très fort. Les services aux directeurs financiers, pour citer quelques exemples. Justement, sur cet aspect FinTech et blockchain, est-ce que la finance décentralisée, selon vous, c'est l'avenir peut-être de la FinTech ? C'est un de nos avenirs. Oui. Chaque fois qu'on dit que quelque chose va remplacer tout le reste, on exagère et on se trompe souvent. Blockchain, crypto, il y a une forte demande. Il y a beaucoup d'applications possibles. Nous avons des défis à régler, défis de consommation d'énergie, des défis de traçabilité sur lesquels on travaille. Mais c'est incontestablement un des modèles les plus porteurs. On est aujourd'hui au début du process, par exemple, s'agissant de blockchain. Blockchain, on a beaucoup travaillé sur la technologie. Maintenant, on développe des usages, des modèles pour le financement des entreprises, pour la gestion des transferts. La crypto, c'est la même chose. On est en train de développer de l'épargne en crypto, des capacités d'opérer sur les cryptos, des outils de sécurisation de la crypto. Donc on est vraiment au tout début d'un process que je pense assez profond et assez long. C'est intéressant de mettre en lumière ces exemples-là très précis. Bruno Le Maire, il envisage de faire de la France une crypto-nation. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que l'équipe de France de la FinTech, si on peut l'appeler comme ça, que vous représentez, elle est bien placée ? Oui, incontestablement, parce que quand les étrangers parlent de nous, alors il y a quelques années, ils nous trouvaient très sympathiques, très compétents, mais pas très gros. On nous a même qualifié quelquefois de forêt de bonsaï il y a une dizaine d'années, ce qui nous énervait un petit peu. Aujourd'hui, plus personne ne rigole. Les atouts de la France, c'est quoi ? C'est une très grande profondeur de formation dans les domaines des sciences cognitives, des mathématiques, de l'algorithme.
ce qui se traduit très simplement en intelligence artificielle, en blockchain, en crypto, pour citer quelques exemples. Donc on a les compétences, on a maintenant des acteurs de classe mondiale, de classe internationale, ce qui nous aide. On a un très bon écosystème, très structuré. Nous, on travaille par exemple beaucoup avec l'ADAN, l'Association des actifs numériques, qui est notre association sœur avec laquelle on travaille à attirer les investisseurs internationaux, à développer les usages. Et donc, il y a un savoir-faire à la française là-dedans. Et de ce point de vue, le fait que l'État soit partie prenante, l'État, mais aussi les régulateurs, la Banque de France travaille beaucoup aussi sur ces sujets avec nous. Ça montre qu'on a véritablement une équipe de France. On va en parler évidemment de la réglementation aussi. Vous parlez d'un écosystème très structuré. Comment il a évolué justement cet écosystème ces 7 dernières années ? Alors je dirais qu'avec les acteurs traditionnels, par exemple, on est passé par toutes les phases de l'amour, avec un léger intérêt, un fort intérêt, une passion, des phases d'exaspération quelquefois, du fait d'une certaine concurrence. Aujourd'hui, on est arrivé dans un âge de raison. Il y a énormément de coopération entre les acteurs start-up et les grands acteurs, ce qui est un atout considérable pour notre pays. Et ça tourne autour des sujets de production, on fabrique ensemble des composantes du produit, des sujets de distribution, on distribue les produits des uns des autres. Donc il y a de plus en plus d'échanges assez profonds au cœur des modèles. On parle de l'analyse du risque, on parle de la connaissance client, on parle de la lutte anti-blanchiment, on parle de l'agrégation de comptes, qui sont des sujets que j'appelle régaliens, au cœur des modèles financiers. Aujourd'hui, on accepte d'être à la fois partenaire et concurrent d'une start-up. Et ça, c'est une preuve de maturité. Les start-up stimulent les grands acteurs. Ce ne sont pas des grenouilles qui veulent se faire aussi grosses que le bœuf, mais elles stimulent le système. Elle les oblige, elle les pousse à innover toujours davantage, ce qui est bon pour tout le monde. En même temps, elles se concurrencent. Dans le jargon inimitable de la nouvelle économie, on appelle ça coopétition, coopération et concurrence, compétition en même temps. Et c'est très sain. Et puis, on a réussi à faire le lien avec l'académique. On a énormément de liaisons et de partenariats avec les chaires FinTech, avec les chaires de sciences cognitives, avec les chaires de données, pour citer des exemples. Avec l'État, on parle beaucoup au service de l'État. La BPI est un atout formidable pour la France. On va les recevoir juste après. Quand la France se met à faire coopérer l'esprit d'entreprise avec le service public, ça peut donner des choses extraordinaires, avec la French Tech, avec toutes sortes d'acteurs. Et aujourd'hui, on est un des écosystèmes, en mon sens, les très plus collaboratif. Oui, très collaboratif, mais en même temps, avec beaucoup de concurrence. Dernière question très rapidement sur cette réglementation justement. Quels sont les ajustements aujourd'hui qui s'imposent aux startups avec toutes ces nouvelles réglementations, notamment au niveau européen, le règlement MiCA notamment, pour ne citer que lui? Alors si on devait caricaturer, on dirait la FinTech, c'est un service comme les autres, puisque les plus jeunes notamment souhaitent consommer les services financiers, comme ils consommeraient du streaming, de la musique, du transport, de la culture. Mais il y a quelque chose de spécifique qui est la réglementation, qui est nécessaire, parce qu'il faut protéger le consommateur, protéger le marché. Et nous le vivons bien. Dans une start-up, dans une fintech, la réglementation, c'est un énorme sujet budgétaire, c'est beaucoup d'argent. Un énorme sujet calendaire, c'est beaucoup de temps. C'est souvent 18 mois de développement. Pour avoir un agrément, par exemple, c'est quelquefois extrêmement long. On pourrait dire que c'est une contrainte. Voilà, c'est une forte contrainte, mais elle est nécessaire. Ce qu'on cherche à faire, nous, c'est d'avoir une sorte de benchmark de la réglementation. On en parle beaucoup que les autorités, c'est-à-dire qu'on cherche à protéger au maximum le consommateur et le marché, mais qu'en même temps, on s'assure que notre régulation est compétitive dans sa qualité. Et nous, on croit que la réglementation bien faite, c'est un atout de compétitivité. On l'a démontré dans plein de domaines, DSP2, RGPD, pour citer 2 exemples. Mais ça doit être aussi compétitif que les meilleurs en termes de rapidité, en termes d'adaptation au business, tout en protégeant le consommateur et le marché. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Alain-Claude d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle, même si je n'ai pas besoin de le rappeler, vous êtes le président de France FinTech, évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis depuis FinTech Révolution.